Bonjour à toutes et à tous. Nous allons consacrer une nouvelle série de vidéos à la rédaction d'un log de nav et plus précisément à tout ce qui tourne autour des questions de cap de route. Alors vous allez voir que souvent quand on débute, c'est pas évident à comprendre. En fait, c'est finalement assez simple. On va revenir sur un certain nombre de notions de base et puis ensuite on va détailler dans un deuxième temps tout ce qui est terminologie, parce qu'il y a beaucoup de termes à connaître. Et ensuite, dans un troisième temps, on verra des exemples pratiques avec des outils. Donc cette série de vidéos va se comporter, va se diviser en trois vidéos. Celle-ci qu'on va consacrer au magnétisme, à tout ce qui est nord magnétique, nord magnétique, nord géographique, tout ce qui est également instrument de vol. On va voir tout ce qui est compas magnétique, etc. La deuxième vidéo, on va la consacrer plutôt à tout ce qui concerne le vent et à toute la terminologie. Et on commencera à découvrir quelques outils, on commencera à parler de quelques outils. Et la troisième vidéo, eh bien, on fera la rédaction d'un log de nav proprement dit, avec des exemples concrets. Alors quand vous dessinez une route sur une carte, cette route n'est pas utilisable directement. Il faut l'adapter pour pouvoir l'exploiter, pour pouvoir l'utiliser avec les instruments de bord quand vous exécutez votre vol. Il faut tenir compte pour cela de trois corrections. Il y aura trois corrections à effectuer. Il faudra tenir compte de la déclinaison magnétique, de la déclinaison du compas si nécessaire. Bon, ça c'est pas toujours le cas. Et enfin de la dérive du vent. Vous aurez surtout vraiment deux choses à faire, c'est la déclinaison magnétique et la dérive du vent. Ces deux-là, normalement, vous n'y couperez pas. Donc on va détailler tous les termes qui se rapportent à ces histoires de navigation. Et il y en a un certain nombre à connaître. Et c'est ce que nous allons faire donc principalement dans la deuxième vidéo. Alors un log de nav, puisqu'on en parle, ça se présente comme ceci. Voilà. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous volez au GPS, si vous rentrez votre plan de vol dans un GPS et que vous utilisez ensuite le pilote automatique pour exécuter le plan de vol, vous n'aurez pas à prendre en considération tout ce qu'on va détailler. Néanmoins, vous pouvez très bien voler différemment. Vous pouvez faire du VFR, vous pouvez voler à estime, vous pouvez également voler avec des balises et choisir votre cap manuellement. Dans ce cas, il faudra avoir recours à quelque chose qui ressemble à ça. Alors ici je vous ai mis un exemple, mais ça peut exister sous des formes un peu différentes, mais globalement vous retrouvez toujours ces choses-là. Les cases qui vont nous intéresser, ce sont celles ici que j'ai encadrées en vert. Voilà, c'est ça en fait qui va faire l'objet de cette série de vidéos. Et ce qu'il faudra comprendre, c'est le contenu de ces cases. Alors là, si vous débutez et que je vous dis, faites un plan de vol et remplissez-moi ce tableau, je pense que vous aurez certainement beaucoup de mal à le faire parce que c'est pas du tout évident. Vous allez voir qu'en pratique, c'est extrêmement facile. Quand on a compris comment ça fonctionnait, c'est extrêmement facile. Et vous verrez aussi, et c'est peut-être la particularité de ce tutoriel, c'est qu'en fait, il n'y a pratiquement rien à savoir. Quand vous avez compris comment ça fonctionnait, il n'y a plus rien à apprendre. Vous n'aurez rien à apprendre. Toute la partie théorique finalement que je vais vous donner, vous n'aurez pas à l'apprendre. C'est juste pour information et pour la compréhension de ce tableau. Une fois que vous aurez compris le fonctionnement, il n'y a aucune connaissance vraiment à posséder. Ce qui est quand même assez curieux. Alors on va commencer par faire des rappels sur les histoires de nord magnétique et de nord géographique. Alors, ce sont des notions qui ne sont pas propres à l'aéronautique. On les rencontre si vous faites de la navigation maritime, vous rencontrez le même problème. Si vous faites également de la randonnée, par exemple, de la marche, si vous faites des courses d'orientation, vous utilisez des cartes et vous êtes également confronté à ces questions-là. Alors, le nord géographique et le nord vrai, ce qu'on appelle le nord vrai également, se distingue du nord magnétique. Alors quand vous allez utiliser une carte, quand vous allez naviguer, quand vous allez faire un plan de vol, quand vous allez utiliser des instruments, il faut bien savoir de quelle référence vous parlez. Est-ce que c'est le nord magnétique, est-ce que c'est le nord géographique? Ça c'est fondamental. Le nord géographique, pour le définir, il est situé à l'intersection de l'axe de rotation de la Terre et de la surface terrestre. Sur une carte,
c'est l'endroit vers où convergent tous les méridiens. Classiquement, on dit que c'est le nord des cartes. Les cartes se réfèrent à ce nord géographique. On considère qu'il est fixe, que sa position est fixe. C'est pas tout à fait, c'est pas rigoureusement exact parce qu'il y a des petites oscillations de l'axe de rotation de la Terre qu'on appelle la précession. Et puis bien sûr sur des durées très longues, mais alors là on parle au temps géologique, donc sur des millions voire des centaines de millions d'années, il peut y avoir bien sûr des variations plus notables. À l'échelle humaine et pour l'usage que nous en ferons, on pourra considérer que ce nord géographique, sa position est fixe. Le nord magnétique, qui évidemment est différent du nord géographique, lui, c'est le point de convergence des lignes de force du champ magnétique terrestre. On pourra considérer que c'est vers lui que va pointer l'aiguille de la boussole. Alors, c'est pas tout à fait vrai, ce n'est pas tout à fait vrai parce que localement, en fait, l'aiguille de la boussole s'oriente sur les lignes du champ magnétique terrestre. Or, ce champ magnétique, il n'est pas uniforme. Il n'est pas uniforme, il peut comporter des perturbations locales. Donc cette phrase-là, elle est à prendre un petit peu au conditionnel, elle n'est pas rigoureusement exacte. La position du nord magnétique n'est pas fixe. Elle va changer au cours du temps, et quand je dis au cours du temps, c'est pas sur 10 millions d'années, c'est par exemple sur une année. Donc c'est quelque chose à l'échelle humaine, ça, c'est sensible, donc il faudra en tenir compte. Je vous ai représenté ici une carte de VFR française, peu importe d'ailleurs. Vous avez ces lignes ici qui sont plus ou moins verticales, ce sont les méridiens. Et vous voyez que là j'ai reproduit en bleu le nord géographique. Ça c'est la direction du nord géographique. Donc si vous mesurez un angle, une trajectoire sur cette carte, c'est par rapport au méridien que vous allez mesurer ça avec un rapporteur. Donc c'est par rapport au nord géographique. Pour toutes les cartes, c'est la même chose. On va définir la déclinaison magnétique. C'est tout simplement l'angle formé entre l'axe de rotation de la Terre et l'axe du champ magnétique terrestre. On pourra également dire que c'est la différence entre la direction indiquée par l'aiguille de la boussole et la direction du nord géographique. Cette déclinaison, elle peut être négative quand elle est orientée vers l'ouest ou positive quand elle est orientée vers l'est. Pour le retenir, c'est tout simple, vous prenez le sens des aiguilles d'une montre. Si ça dérive vers la droite, c'est-à-dire vers l'est, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est positif. Si ça dérive, si la déclinaison magnétique est orientée vers la gauche, c'est-à-dire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, c'est négatif. C'est une façon très simple de retenir ces histoires de positif et de négatif. Cette déclinaison, vous la trouverez exprimée de différentes manières. Il y a différentes syntaxes qui existent. Je vous en ai noté quelques-unes, je pense les plus courantes. On peut noter comme ça, 3,30 degrés est. On peut également avoir un signe. Alors vous voyez que ici c'est à l'est, donc la déclinaison se fait vers la droite, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, donc c'est plus 3,30 degrés, c'est la même chose ici. Si ici on avait une déclinaison par exemple orientée à l'ouest, on aurait pu simplement écrire moins 3,30 degrés. Moins 3,30 degrés, ça veut dire que la déclinaison est orientée à l'ouest. On peut l'exprimer également en degrés, minutes, secondes. 3 degrés 17 minutes. Vous pourrez également trouver cette façon de la présenter. Vous avez la déclinaison suivie, entre parenthèses, d'un chiffre qui est une année. Ça veut dire que sur une carte, la déclinaison elle a été mesurée de 30,30 degrés est en 2020. Nous sommes en 2022, donc cette déclinaison elle a probablement changé. Donc ce chiffre n'est plus exact. Parfois on vous dira que par exemple la déclinaison elle augmente de plus 0,1 degré par an, ou qu'elle diminue. Il suffit de faire un calcul. Alors ça c'est vrai quand c'est récent. Si vous avez une carte qui date de 50 ans en arrière, les déclinaisons magnétiques sont totalement fausses. Il faudra vous référer à quelque chose de plus récent, à une source plus récente. La déclinaison magnétique, elle va varier en fonction du lieu et au cours du temps. C'est-à-dire que si vous êtes en France ou si vous êtes en Australie ou si vous vous trouvez, dans le Grand Nord canadien, la déclinaison magnétique ne sera pas du tout la même.
De même que si vous avez, je vous l'ai dit, une carte qui date de 1975, la déclinaison magnétique indiquée sur la carte sera totalement erronée. En général, en aéronautique, on évite d'utiliser des cartes qui datent d'il y a 30 ans en arrière. C'est quand même pas recommandé. Les cartes, normalement, sont toujours remises à jour régulièrement. Il faut avoir des cartes récentes. C'est une obligation, d'ailleurs. Sur une carte, donc, on se réfère au nord géographique, qu'on appelle également le nord vrai. Quand vous tracez une route, un segment de route sur une carte, et que vous mesurez avec un rapporteur par rapport au méridien l'angle, le cap de cette route, on parle de cap vrai. Et ce cap vrai, il est déterminé donc par rapport au nord géographique. Alors ça, c'est extrêmement important de le comprendre, parce que si par exemple vous faites une route comme ça, vous montez à bord de votre avion, que vous avez soigneusement mesuré votre cap et que vous utilisez ce cap, eh bien vous ferez fausse route. Vous ne volerez pas ici sur votre route. Alors pour quelle raison ? Eh bien tout simplement parce que le compas magnétique de votre avion ne se réfère pas au nord géographique, il utilise une autre référence qui est le nord magnétique. Et ce nord magnétique, suivant l'endroit où vous vous trouvez, il n'est pas le même. La boussole ne vous l'indique pas pareil. Il y a cette erreur qui est en fait égale à la déclinaison magnétique. Je vous ai mis ici deux petits schémas pour vous comprendre. Dans un premier cas, on retrouve notre schéma précédent, en rouge et en bleu ici, le nord géographique et notre segment de route, et on a mesuré le cap vrai. On retrouve le même schéma là. Et vous voyez que là où nous nous trouvons, la déclinaison magnétique, elle est orientée à l'ouest. C'est donc une déclinaison magnétique négative. Eh bien, si vous affichez le cap que vous avez mesuré sur votre carte, sur votre compas, vous n'allez pas voler ici sur cette route bleue, mais vous allez voler comme ceci, sur cette route, sur cette trajectoire violette. Je vous ai mis non parce qu'évidemment, ce n'est pas la route que vous désirez suivre. L'erreur, elle sera entre ces deux routes, elle est égale à la déclinaison magnétique, que j'ai notée petit d. Alors, comment corriger ça ? Vous voyez que quand la déclinaison elle est orientée à l'ouest, il vous suffira de rajouter au cap que vous avez lu sur la carte, de rajouter la valeur de la déclinaison magnétique pour corriger. Donc vous faites alpha ici par rapport au nord magnétique, vous faites alpha plus d, et vous volerez bien ici sur cette route. L'autre situation inverse, où vous avez une déclinaison magnétique orientée à l'est, donc c'est une déclinaison positive, puisqu'elle est orientée dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous voyez que là, si vous volez à ce cap-là, alpha, j'ai mesuré ici un angle alpha, eh bien vous volerez en fait à droite de la route que vous avez dessinée sur la carte. Donc là, inversement, il faudra retrancher cette déclinaison magnétique pour pouvoir voler au bon cap. Dans un cas, quand la déclinaison, la règle, vous commencez à l'entrevoir tout simplement, quand la déclinaison est à l'ouest, il faut ajouter. Quand la déclinaison magnétique est orientée à l'est, il faut retrancher. C'est une règle extrêmement simple, ce que je décris ici. Et les Anglais ont cette petite phrase pour s'en souvenir. West is best and east is least. Bon, si vous êtes anglophile et anglophone, ça vous aidera probablement. Si vous êtes comme moi plutôt francophile et très francophone, vous pouvez retenir tout simplement que le mot ouest comprend 5 lettres, le mot est donc, en français le mot est n'en comporte que 3. Donc ouest c'est plus que est. Donc à l'ouest, il faudra faire plus, il faudra ajouter la déclinaison magnétique. Quand la déclinaison magnétique est orientée à l'est, comme est comprend moins de lettres que le mot ouest, eh bien c'est moins, donc il faudra retrancher. Écrit un peu différemment, le cap magnétique, donc le cap qui est le cap vrai corrigé de la déclinaison magnétique, c'est donc le cap vrai moins la déclinaison magnétique, mais ici en valeur algébrique, c'est-à-dire affectée de son signe, qui peut être plus ou moins. Là, il faut faire un petit peu de calcul. Si vous voulez l'exprimer en valeur absolue, c'est-à-dire vous prenez la déclinaison magnétique mais sans signe, vous dites voilà c'est 3, c'est 2,5, c'est 12,7, eh bien il faudra dans ce cas considérer
l'orientation. Si c'est à l'ouest, vous rajoutez cette valeur. Si c'est à l'est, vous retranchez cette valeur. Où trouver cette déclinaison magnétique? Eh bien, vous pouvez la trouver sur les cartes, sur le site du SIA par exemple, ou l'équivalent étranger du site du SIA. Vous pouvez également trouver ça sur le site de la NOAA. Alors on va vérifier ça. Alors sur les cartes, alors ici j'ai été vous chercher une carte de VFR française. Alors ce n'est pas la carte de VFR proprement dite, mais ça figure au dos de la carte. Vous avez une petite carte miniature qu'ici je vous ai mis en grand format, et vous avez ces petites lignes là, qu'on appelle des lignes isogones. Les lignes isogones, ce sont les lignes qui rejoignent les points d'égale déclinaison magnétique. Et vous voyez qu'elle vous indique la déclinaison. Ici par exemple, vous êtes sur la pointe de la Bretagne, vous avez 1 degré ouest. En revanche, si vous volez plutôt sur l'Allemagne, vous êtes 3 degrés est. Autrement dit, moins 1 degré, plus 3 degrés. C'est ce que vous pouvez trouver sur les cartes françaises. On va aller sur le SIA pendant que nous y sommes. Sur le SIA, si vous prenez ici l'aéroport de Bâle-Mulhouse, tout simplement, vous allez la retrouver au début. Voilà, la déclinaison magnétique, elle est de 2,50. Et on vous dit qu'elle varie de 0,17 degrés par an. Ouais. Donc là, on est en 2022. Il faudrait rajouter 0,34. On serait autour de 3 degrés. On serait à peu près 3. En 2022, on serait autour de 3 degrés. Pour arrondir, on serait autour de 3 degrés est. Vous pouvez également aller chercher ça sur des cartes. Alors, vous avez les cartes de VFR américaines. Les cartes de VFR américaines, là, c'est le site de SkyVector que j'ai utilisé, mais vous pouvez également télécharger ces cartes au format PDF. Elles sont facilement téléchargeables. Vous allez chercher. Alors, c'est très intéressant parce que les cartes de VFR américaines, ces fameuses lignes isogones que je vous ai montrées, eh bien, elles figurent directement sur les cartes. C'est une façon très intelligente, je trouve, de le faire. Je regrette d'ailleurs que les cartes françaises n'aient pas adopté la même notation. Je trouve que c'est très pratique. Alors, vous voyez que les lignes isogones ici prennent un aspect légèrement différent. Ce sont ces lignes pointillées, couleur, je dirais, lit de vin. Un petit peu lit de vin, Bordeaux. Voyez. Et vous voyez que là, par exemple, c'est 12 degrés est. Donc plus 12. Plus 12 degrés de déclinaison magnétique sur cette zone-là. Si vous vous déplacez, par contre, alors évidemment les États-Unis c'est un grand territoire qui s'étend notamment d'est en ouest. Donc si on va, donc on se souvient on avait 12 degrés est. Si on se retrouve maintenant plutôt sur la côte est des États-Unis, on va chercher une de ces lignes isogones. Je la distingue là, j'en distingue une ici. On est 10 degrés ouest. Donc sur la côte, enfin, du côté ouest des États-Unis, on était en fait avec une déclinaison magnétique positive de plus 12. À l'ouest des États-Unis, à l'est des États-Unis, on a une déclinaison magnétique de moins 10 degrés. Vous voyez que vous avez une sacrée différence quand même. La déclinaison magnétique, si vous traversez les États-Unis d'est en ouest ou d'ouest en est, peu importe, la déclinaison magnétique est vraiment très différente. Donc il faudra en tenir compte quand vous faites un plan de vol. Ça peut être d'ailleurs quelque chose de problématique. Alors c'est vrai que quand on vole complètement au GPS, si vous volez complètement au GPS, que vous tracez votre route sur la carte et que vous rentrez cette route dans un GPS et que vous programmez ensuite ça avec le pilote, que vous utilisez le pilote automatique pour réaliser votre plan de vol, toutes ces questions-là, toutes ces questions de navigation, vous n'en avez même pas conscience. Le pilote automatique et les GPS vont faire leur petite cuisine tranquillement, ils vont vous libérer de toutes ces questions-là. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas savoir que ces questions-là se posent. Si par contre vous volez, si vous faites du vol VFR, si vous volez à l'estime par exemple, il faudra tenir compte de ces questions-là et vous voyez que ça peut être quand même assez compliqué. Alors en général en VFR, on ne fait pas des vols quand même aussi longs que ça. En VFR, je ne pense pas qu'on traverse les États-Unis, encore que ça puisse se faire bien sûr en étapes, mais bon, ce serait un périple assez long quand même. Ce serait un périple assez long. Ouais, mais vous voyez que c'est quand même notable.
En France, vous avez remarqué qu'en France, la déclinaison magnétique, elle est de l'ordre d'à peu près d'1 degré. Elle est très faible, voire même nulle à certains endroits où elle est assez faible. Ce n'est pas le cas partout. Si à présent vous décidez de voler dans un pays un peu lointain, je ne sais pas si vous voulez voler en Patagonie ou en Sibérie, et que vous n'avez pas forcément les cartes ou les informations, et bien vous pouvez aller chercher sur le site de la NOAA qui vous propose ici un calculateur de déclinaison magnétique, et il vous suffira de rentrer une latitude et une longitude, comme ceci, de rentrer les chiffres en degrés, minutes, secondes, de fixer la date. Bon, en général, c'est la date du jour. Il n'y a pas de raison d'aller chercher une déclinaison magnétique autre. Voilà. Et ça va vous calculer automatiquement cette déclinaison magnétique. Donc ça, c'est un moyen de se sortir de toutes les situations. Bon, on va donner 2 petits exemples pour bien fixer les idées. À Miquelon, si vous voulez à Miquelon, on a été chercher sur le site du SIA la déclinaison magnétique, elle est de 17,91 ouest. Vous désirez voler au 0,40. La déclinaison est à l'ouest. Ouest, c'est plus. Il faudra donc rajouter 18 degrés. On a arrondi à 18. Alors pour toutes les questions comme ça de correction, il faut savoir qu'on est quand même sur des approximations. Les calculs qu'on verra pour remplir notre journal de navigation, ce sont des calculs quand même approximatifs. On fait beaucoup d'arrondis. C'est pas d'une précision absolue, ça sert à rien d'avoir comme ça des 3-4 chiffres après la virgule. Voilà, on n'est pas aussi précis que ça. Donc on va rajouter nos 18 et il faudra donc voler ici au 0,58 et non pas au 0,40 qu'on avait déterminé sur la carte par rapport au nord géographique. Par rapport au nord géographique, on est au 0,40. Par rapport au nord magnétique, quand vous allez utiliser votre compas, il faudra voler au 0,58 pour bien être sur votre route. Si vous volez à Bora Bora, la déclinaison magnétique elle est de 12,60 degrés et elle est orientée à l'est. C'est donc une déclinaison positive. C'est une déclinaison positive. Si on voulait la représenter sans le est, il faudrait mettre plus. Et ici, ouest, il faudrait mettre moins 17,91. On a toujours pris notre cap au 0,40. Il faudra donc retrancher 13 degrés. Est, c'est moins, il faut retrancher. Donc 27 degrés. Il faudra voler au 0,27. Donc vous voyez que c'est quand même très... ça entraîne des corrections très importantes. Quand vous corrigez votre cap de 18 degrés, c'est pas une mince affaire. Donc ces corrections, il faut absolument savoir les faire et en tenir compte. Alors oui, mais, parce qu'évidemment on ne va pas s'arrêter là, le compas magnétique, c'est un instrument qui est extrêmement robuste, c'est un instrument qui en général ne vous laisse pas tomber, il n'a besoin de rien pour fonctionner, il est totalement autonome, c'est une boussole à améliorer, mais ça reste une boussole. Il a quand même quelques petits défauts, il est sensible aux inclinaisons, quand vous êtes en virage, quand vous êtes en montée, quand vous êtes en descente, il a une certaine inertie. Quand l'avion change de cap, etc., il est quand même il a un petit peu de mal à suivre. Il faut lui laisser le temps de se stabiliser. Et les indications qu'il vous fournit sont faussées par des sources extérieures, qui sont des sources parasites, qui vont en perturber le fonctionnement. Ces sources parasites, ce sont principalement les masses métalliques et tout ce qui est instruments électriques, notamment les radios. Et évidemment, dans un avion, vous avez et des masses métalliques et de la radio. On a beaucoup d'avionique à bord. Même sur un appareil simple, vous avez de la radio, forcément. Et donc, le nord magnétique que vous indique le compas n'est pas vraiment le nord magnétique. Il y a une petite différence qu'on appelle la déviation. C'est l'erreur du compas. Elle est propre au compas. Alors ça, c'est chaque compas dans chaque avion a sa déviation. Il faudra également corriger votre cap. Le cas échéant, si vous utilisez cet instrument pour naviguer, il faudra corriger de cette déviation si nécessaire. Les compas magnétiques, pour qu'on parle bien de la même chose, pour les débutants, ça se présente très souvent comme ceci. C'est le boîtier qui est situé au niveau du pare-brise. Cette ligne-là, c'est ce qu'on appelle la ligne de foi. Cette ligne de foi, elle est solidaire de l'axe de votre appareil. C'est là où pointe le nez de votre appareil. Un petit tableau en dessous dont on dira quelques mots dans quelques instants. Ça peut se présenter également comme ceci. La ligne de foi, elle est donc représentée là par le nez de votre appareil.
C'est une manière peut-être plus parlante de voir les choses. Hein, cette représentation-là est peut-être plus facile à comprendre que celle-ci. Ça, c'est vrai que c'est moins commode. C'est malheureusement le modèle le plus courant. Attention à ne pas confondre cet instrument avec le directionnel, avec le gyrocompas, dont on parlera un petit peu plus loin. La situation, donc, on pourrait la résumer comme ceci. On a le nord géographique, ou nord vrai ici en rouge. Le cap vrai que nous avons déterminé sur notre cap, c'est l'angle A. D'accord ? Et vous avez donc deux corrections à apporter. D'abord par rapport au nord magnétique, donc elle doit être égale à la déclinaison magnétique. Donc le cap que vous devez afficher sur le compas pour naviguer, pour bien voler sur votre route, il faudra corriger ce cap vrai de la déclinaison magnétique. J'ai mis plus, mais ça peut être moins, enfin c'est une correction, j'entends parler d'une correction, il faudra corriger, suivant que la correction se fait à l'est ou à l'ouest, il faudra corriger de la déclinaison magnétique, et il faudra également corriger le nord du compas, avec le nord du compas qui devrait être normalement aligné sur le nord magnétique, et il n'est pas tout à fait aligné pareil. Bon là j'ai exagéré un peu la différence, j'ai mis quelques degrés. En général c'est quand même plus faible que ça. Vous avez cette déviation, il faudra également corriger de cette déviation. J'ai mis à chaque fois plus, mais ça peut être plus ou moins. Ça dépend de comment est orienté soit la déviation du compas, soit la déviation de la déclinaison magnétique. Ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Donc il faudra apporter ces deux corrections à la suite. Pour voler, vous avez peut-être remarqué qu'on utilise finalement assez rarement ce compas magnétique, mais vous utilisez plutôt un instrument qui est situé sur la planche de bord, et cet instrument, c'est le directionnel, qu'on appelle également le gyrocompas. Ce gyrocompas, il va vous indiquer le cap de l'avion par rapport au nord magnétique. Alors vous allez me dire, c'est exactement la même chose que le compas magnétique. Alors, pas tout à fait, parce que c'est un instrument qui est quand même différent. C'est un instrument qui est gyroscopique. Le gyrocompas, c'est un instrument gyroscopique et non pas un instrument magnétique. Pour bien fixer les esprits, vous reconnaissez ici la planche de bord du Cessna 172 de la Minard. Le compas magnétique, c'est ceci. Le directionnel, ou gyrocompas, c'est cet instrument-là. On retrouve là notre petite pinule de cap, qu'on appelle également en anglais le heading bug. Vous retrouvez à droite ce bouton rouge orangé qui permet de justement faire bouger cette pinule de cap dans un sens ou dans l'autre. Et on retrouve également un bouton en bas à gauche qui permet de régler ce gyrocompas, qui permet de le caler, de le synchroniser avec le nord magnétique. Alors, comment est-ce que fonctionne un instrument gyroscopique? Comment fonctionne un gyroscope? Eh bien, un gyroscope, je vous ai mis une petite illustration en bas à droite que j'ai tirée de Wikimedia, j'ai mis la source. Le gyroscope, c'est cette espèce de petit trou là, doré, dans son cadre. Donc un gyroscope mécanique, c'est un disque, ici horizontal, qui tourne autour d'un axe vertical, dans notre exemple, qui tourne très vite, ça tourne très vite, et ce gyroscope, il est fixé dans un système de cadre comme ça, un système de cardan qui peut tourner librement. Le gyroscope, il a la particularité de pouvoir s'orienter dans toutes les directions de l'espace et de garder cette direction dans l'espace indépendamment du mouvement de tous les cadres qui l'entourent. Je vous ai rajouté une petite phrase à la fin, vous ne verrez plus le vélo de la même manière. Alors pourquoi je vous dis ça? Eh bien si vous prenez votre gyroscope là et que vous inclinez son axe de 90 degrés pour l'amener à l'horizontale, la prochaine fois que vous montez sur un vélo et que vous regarderez la roue avant de votre vélo en mouvement, vous repenserez au gyroscope et peut-être que ça vous inspirera quelque chose. Ne vous cassez pas la figure, mais vous verrez que ça vous titillera peut-être un peu la matière grise. Pour expliquer le fonctionnement d'un gyroscope, il existe, ça a été modélisé mathématiquement, c'est un problème de physique assez connu, c'est modélisé mathématiquement, il y a tout un tas de démonstrations avec la conservation du moment cinétique, etc. etc. J'aurais pu reproduire ces pages de calcul ici.
Malheureusement, j'ai préféré vous mettre un petit schéma. J'imagine votre déception, mais il faudra vous en contenter. Voilà, donc on va se passer des longues démonstrations mathématiques et on va simplement se consacrer à ce petit schéma. Et quand vous aurez compris ça, vous aurez compris à peu près, grosso modo, ce qu'il y a à comprendre sur les gyroscopes. Le gyroscope, ça fonctionne comme une toupie, ou plutôt une toupie, ça fonctionne comme un gyroscope. Vous avez une toupie ici qui est à l'arrêt, elle repose sur le côté avec son axe orienté comme ceci de travers. Cette toupie, vous la lancez et vous voyez que son axe est dirigé verticalement. Et tant qu'elle va tourner à une certaine vitesse, elle va conserver cette position. Où ça devient très amusant, c'est que si vous modifiez comme ça l'angle, vous faites basculer le support de la toupie ne suit pas. Son axe reste vertical. Bon, à condition de ne pas renverser complètement le support, évidemment, parce qu'après la toupie va se casser la figure, mais l'axe de la toupie va rester comme ça. Imperturbable. Eh bien, c'est cette propriété qu'on va exploiter dans le gyroscope. C'est la stabilité gyroscopique. On parle de stabilité gyroscopique. C'est vrai aussi pour un projectile. Un projectile, vous savez, dans un canon, on lui donne un mouvement circulaire très rapide. Ça va lui donner une stabilité sur sa trajectoire. Le gyroscope, c'est une toupie perfectionnée qui est entraînée par un système électrique ou par une pompe à vide. Dans un avion, vous avez deux instruments gyroscopiques, l'horizon artificiel et le gyrocompas. Voilà. En pratique, ces deux instruments sont entraînés par des systèmes différents, de manière à ce que si l'un des systèmes tombe en panne, vous ne perdez qu'un des deux instruments et pas les deux. Dans l'horizon artificiel, la direction qui est conservée, c'est celle de l'horizon. Dans le gyrocompas, la direction qui va être conservée, c'est celle du nord magnétique. Le seul petit problème, c'est que le gyrocompas, ou directionnel, c'est un instrument gyroscopique et pas du tout magnétique. Il est donc absolument incapable de vous dire où se trouve le nord, que ce soit géographique, magnétique, ou d'ailleurs de vous dire quoi que ce soit d'autre. Lui, tout ce qu'il sait faire, c'est pointer son axe dans une direction et conserver cette direction. C'est au pilote de le caler. Et sur le Cessna 172, quand vous démarrez, on vous demande de caler votre gyrocompas, votre directionnel, sur le nord magnétique. En vous référant à quoi ? Eh bien sûr, au compas magnétique, à la boîte, au boîtier que vous avez au niveau du pare-brise. Bien sûr, les gyrocompas et les gyroscopes ne sont pas des instruments parfaits. Ils se dérèglent au fil du temps parce que vous avez des frottements, vous avez l'avion évidemment bouge, la Terre évidemment tourne aussi au cours du vol, si vous volez pendant 3 heures, la Terre va tourner, et donc il va falloir recaler régulièrement, à environ tous les quarts d'heure, votre compas, en utilisant comme référence ce que j'ai noté ici, le compas whisky, c'est-à-dire le compas magnétique, le compas du pare-brise. Ce qui est assez fastidieux. Si vous avez volé avec d'autres appareils un petit peu plus performants de notre Cessna, vous avez remarqué que cette opération, vous ne la faites plus, que le gyroscope, le directionnel plutôt, et donc le gyroscope, ne se dérègle plus. C'est tout simplement parce qu'on utilise une autre technologie. Vous avez un gyrocompas dit asservi, ou compas gyromagnétique. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est ni plus ni moins que le compas précédent. Ça, c'est sensiblement la même chose, c'est un instrument gyroscopique, mais il est couplé à un autre mécanisme qu'on appelle une vanne de flux. Cette vanne de flux, c'est un petit boîtier qui est généralement situé à l'extérieur de l'appareil, au niveau de l'aile, loin des sources parasites que sont les masses métalliques et les activités, tout ce qui est électromagnétique, radio, etc. On peut le fixer également au niveau de la dérive. C'est un petit boîtier qui a grosso modo la taille et la forme d'un bol et qui va pouvoir mesurer l'orientation du champ magnétique terrestre. Donc il va toujours vous dire où se trouve le nord magnétique. Le gyrocompas asservi, il est asservi à cette vanne de flux. C'est-à-dire qu'en permanence, la vanne de flux va lui indiquer où se trouve le nord magnétique et va l'obliger à se recaler dessus en permanence. C'est la raison pour laquelle vous n'avez plus à vous occuper du réglage de ce compas. Il est en permanence synchronisé avec le nord magnétique et donc avec la vanne de flux. Je vous ai reproduit
la planche de bord du C90 de Laminar, hein. Vous avez votre compas gyromagnétique et vous avez à gauche, hein, cette petite commande qui est la commande d'asservissement du gyrocompas. Alors, on va la regarder, hein, cette commande, sur le baron. Ça se présente un peu différemment, mais ça ne change pas grand chose. On va allumer ici notre batterie, voilà, pour avoir un peu de jus. Vous reconnaissez ici, bien sûr, le fameux gyrocompas. Et vous voyez qu'il est calé. Enfin, il est calé. Là, c'est l'information qu'il vous donne sans aucune intervention de votre part. Elle est cohérente, hein, avec les indications du compas. Vous retrouvez ce petit truc-là, ces deux interrupteurs qui sont les commandes d'asservissement. Vous voyez que vous avez deux positions, slave, free. Slave, esclave, asservi. C'est le mode de fonctionnement normal de cet instrument. Et là, vous ne vous occupez de rien. La vanne de flux dit en permanence à votre instrument où se trouve le nord magnétique. Et donc, tout se passe bien. En cas de panne, imaginons que votre vanne de flux tombe en panne, qu'elle ait un dysfonctionnement quelconque, votre instrument ici va donc vous donner des informations fausses, il sera donc inutilisable. Vous perdez votre instrument. Eh bien, vous avez une solution de secours qui consiste à débrayer cet asservissement. Vous le mettez ici en position free. Et là, vous coupez la relation entre la vanne de flux et votre gyrocompas. Et à ce moment-là, votre gyrocompas devient un gyrocompas libre, c'est-à-dire un directionnel simple, comme sur le Cessna 172, et il faudra le caler. Sauf que vous n'avez plus ici, hein, vous n'avez plus la petite molette, hein, qui vous permet de le recaler. Eh bien, il va falloir utiliser cet interrupteur à droite. D'accord ? Vous pouvez le caler avec ça. Manuellement. Vous revenez dans la situation du C572. Donc là, par exemple, on regarde que notre cap, on doit être grosso modo 260. Et bien, si par exemple votre vanne de flux se met en banane, hein, là, vous mettez votre gyrocompas sur free. Hop, et vous allez afficher le 260. À peu près. Voilà. Et là, vous êtes bien. Alors évidemment, il faudra refaire cette opération tous les quarts d'heure, hein, pour le recaler, puisque l'asservissement n'étant plus là, votre gyrocompas va se dérégler régulièrement. Voilà. Si vous le remettez en position slave, voilà, hein, il se recale tranquillement. Alors, vous voyez que là maintenant, si vous essayez de bouger quand il est en position comme ça, si vous essayez de le bouger, il revient automatiquement. Hein. La vanne de flux lui dit pop pop, le nord magnétique, il est là, hein, il n'est pas ailleurs. Vous voyez, voilà, ça fonctionne comme ça. Voilà, donc cette petite commande-là, normalement vous n'avez pas à l'utiliser. Maintenant, si vous avez programmé des pannes, hein, vous pouvez tout à fait programmer une panne de ce type-là, puis vous amuser, hein, ensuite à aller bidouiller ça. Ça fonctionne. Sur beaucoup d'appareils, alors ça ne fonctionne pas sur tous les appareils, hein, mais sur pas mal d'appareils, hein, cette commande d'asservissement est fonctionnelle. Et on va couper nos instruments, histoire de ne pas décharger notre batterie. Voilà. Sur le C90, c'est un petit peu différent, hein. Vous avez votre bouton ici de mode à droite, hein, qui vous met donc le mode slave ou free, et vous allez ensuite caler vos gyrocompas à l'aide de ces deux boutons-là. Vous allez pouvoir le faire tourner. Voilà ce qu'il y a à connaître, hein, sur les instruments de navigation, compas magnétique, le directionnel et le compas gyromagnétique. Il faut comprendre comment ces instruments fonctionnent. Quand vous utilisez un compas de ce type, hein, évidemment, la déviation du compas, hein, cette petite erreur du compas, normalement n'en tient plus compte, parce qu'on considère que la vanne de flux vous indique bien, hein, le nord, hein, il n'y a plus de correction à apporter. Donc il faudra juste apporter comme correction la déclinaison magnétique. C'est la seule correction qu'il y aura à apporter. Il y aura bien sûr, alors ça dans tous les cas de figure, hein, vous aurez une correction supplémentaire, mais ça on le verra dans la vidéo suivante, c'est la dérive liée au vent. Alors, le vent va vous faire dériver de votre route, et il faudra donc anticiper, hein, cette dérive. Il faudra donc corriger
votre cap de la dérive liée au vent, et ça se calcule. Et ça, on verra comment le faire. Voilà. Donc pour la suite, je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante, où on parlera de la dérive liée au vent. On parlera également de toute la terminologie, de tous les termes qu'il y a à connaître. Je commencerai un petit peu à vous présenter également quelques outils utiles. Et dans une troisième et dernière vidéo, on abordera la rédaction du log de nav proprement dit, et vous verrez que c'est finalement très simple à faire. En pratique, c'est quelque chose vraiment d'enfantin. Voilà. Comme toujours, je vous remercie pour votre immense attention, et je vous dis à très bientôt pour le deuxième volet de cette présentation.